Bonsoir à tous, bienvenue dans le dernier journal à la une de l'actualité. Ce jeudi marque le dernier jour de présentation de vœux de nouvel an au président de la République, Alassane Ouattara, par les corps constitués. Ce mardi au palais présidentiel, la cérémonie avait une petite coloration religieuse. Aux côtés des guides religieux et des chefs traditionnels se tenait la société civile dans tout son ensemble, le monde académique et les entreprises du public et du secteur privé. Juste après cette cérémonie à laquelle il a pris part, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a reçu en audience la directrice générale de l'Organisation internationale pour la migration OIM. Timoko Meïlekone et Ami Pope se sont appesantis sur 2 points. L'engagement de l'organisation sur les questions relatives aux migrants et les opportunités possibles pour les Ivoiriens en fonction à l'international. Et puis, cela fait 10 ans que l'hôpital Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro a vu le jour. Ce centre faisait partie des vœux chers au premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny. Nous ferons un zoom dans ce journal sur cet hôpital qui s'est donné pour mission d'administrer les soins les meilleurs aux personnes les plus vulnérables. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Ce mardi, c'était la dernière journée de présentation de vœux des corps constitués au président de la République. À la salle des pas perdus du palais présidentiel au Plateau, Alassane Ouattara a reçu le monde académique, les entreprises publiques du secteur privé ainsi que la société civile dans son ensemble. Pour 2025, le gouvernement entend se tenir au plus près de chaque secteur clé pour accélérer le développement du pays. C'est ce que nous dit Alexis Ouedraogo. Pour cette dernière journée de présentation de vœux au palais présidentiel, le monde académique, les entreprises publiques du secteur privé ainsi que la société civile sont présents. La Côte d'Ivoire figure désormais dans le top 10 des premières économies d'Afrique et les perspectives restent très encourageantes. Vous avez su, Excellence, Monsieur le Président de la République, instaurer un climat de dialogue constructif permanent entre le secteur public et le secteur privé, placé au cœur de votre stratégie de développement inclusif de notre pays, la Côte d'Ivoire. Fama Touré salue la performance enregistrée en 2024 du fait de réformes efficaces qui ont permis d'assainir plusieurs secteurs, avec eux les luttes engagées contre la corruption et le blanchiment. Nous avons été heureux d'apprendre lors de votre message de fin d'année à la nation que la bonne gouvernance et la lutte contre le blanchiment des capitaux, si importante pour le secteur privé, sont encore inscrits au rang des priorités de l'État pour l'année 2025. Les institutions et organisations ici présentes sont déterminées à soutenir toutes vos actions concourant au rayonnement de notre beau pays en Afrique et dans le monde. Le chef de l'État félicite ces secteurs pour leur accompagnement, les invitant à la promotion de l'excellence, à la valorisation des compétences et à l'émergence de champions nationaux. Je voudrais vous adresser à tous mes vives félicitations pour les performances que vous avez accomplies en 2024. En cette année 2025, notre pays continuera sa croissance sous le double signe de l'inclusion et de la durabilité. Je dis souvent aux investisseurs que tout part du cadre macroéconomique. S'il est solide et que les finances publiques sont saines, les nationaux et les investisseurs feront confiance au gouvernement. Les investissements stratégiques se poursuivront dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture, afin de renforcer la compétitivité de nos entreprises et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Pour Alassane Ouattara, le développement humain demeure une priorité, d'où l'engagement du gouvernement. Je voudrais donc vous assurer que l'État continuera d'être à vos côtés, à l'écoute de vos préoccupations et va accompagner vos efforts pour une Côte d'Ivoire plus performante et plus résiliente. En 2025, le gouvernement entend accélérer le développement pour le bien-être des populations.
Et juste après cette cérémonie à laquelle il a pris part, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a reçu en audience la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, Tiemoko Meïlie Koné, et Amy Pope se sont appesantis sur 2 points, l'engagement de l'organisation sur les questions relatives aux migrants et les opportunités possibles pour les Ivoiriens en fonction à l'international. Fatou Fofana. Amy Pope, directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, a eu une rencontre ce mardi 14 janvier avec le vice-président ivoirien Tiemoko Meïlie Koné. Il a été question de sujets relatifs à la migration, dont l'employabilité des migrants. La première responsable de l'OIM a aussi évoqué avec le vice-président ivoirien les opportunités et les défis pour les Ivoiriens établis hors de leur pays. Leur expertise pouvant être précieuse pour l'organisation. Il y a des opportunités pour engager avec les gouvernements ici pour créer des réponses plus stratégiques pour engager les migrants qui sont ici. Et certainement, avec les avancements dans l'économie, il y aura plus de migrants et il faut un plan, une stratégie pour adresser même les défis, mais aussi les opportunités qui existent. Mais nous avons aussi discuté l'opportunité pour des Ivoiriens qui travaillent dans les autres pays et comment nous pouvons engager avec eux pour vraiment profiter de leur expérience, profiter de leurs ressources et leur expérience. Amy Pope est la première femme à diriger l'Organisation internationale pour les migrations. Cette institution, créée il y a 73 ans, promeut une migration humaine et ordonnée. Elle est présente dans 171 pays et apporte son soutien à 175 États membres pour améliorer la gestion des migrations. Cette audience accordée à la directrice de l'OIM par le vice-président de la République a eu lieu juste après la cérémonie de présentation, juste après le monde académique, les entreprises publiques et celles du secteur privé et la société civile. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu la chefferie traditionnelle et les guides religieux. Au-delà de leurs vœux, ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire, qu'elle puisse régner en cette année électorale, nous dit Alexis Ouedraogo. Les guides religieux et les garants des us et coutumes étaient ce mardi au palais présidentiel. Ils sont venus présenter au chef de l'État leurs vœux pour une année 2025 de paix et de stabilité. Que la paix règne dans les cœurs. Les élections à venir cette année ont besoin de justice, de respect des droits des candidats éventuels, des militants et de toute la population. Que nos prières vous obtiennent d'y veiller avec une transparence encore plus accrue, qu'enfin 2025 mette définitivement fin à la fatalité des violences électorales. Nous lançons un appel aux imams, aux prédicateurs, aux guides religieux, aux fidèles musulmans, ainsi qu'à tous nos concitoyens de prôner le message de la paix, de fraternité. Nous lançons également un appel au gouvernement, aux acteurs politiques et aux médias d'œuvrer pour des élections apaisées et démocratiques. Nous te demandons, Seigneur, par ta miséricorde, de maintenir la paix et de renforcer la stabilité et la cohésion dans notre pays. Il nous faut préserver notre bien commun, la Côte d'Ivoire. Nous l'avons reçu en héritage de nos ancêtres. Nous le léguerons à notre tour en héritage aux générations futures. La Chambre des rois et chefs traditionnels s'engage à visiter chacune des régions du pays en vue de sensibiliser les populations en cette période électorale. Une initiative que soutient le président de la République qui appelle à des efforts individuels et collectifs pour poursuivre le développement de la Côte d'Ivoire. À l'heure où la Côte d'Ivoire se prépare pour les prochaines échéances électorales, nous savons pouvoir compter sur vous, sur vos conseils et vos actions de sensibilisation auprès des populations, ainsi que sur les ferventes prières de nos guides religieux. Quant à nous, nous ne ménagerons aucun effort pour que cette élection soit paisible, transparente et démocratique. J'ai pu vous assurer que nous continuerons de travailler ensemble et sans relâche
pour consolider les acquis enregistrés depuis 2011, pour continuer notre marche vers le développement dans la paix et organiser des élections sans violence. Cette rencontre avec la chefferie traditionnelle et les guides religieux met un terme à la présentation des vœux des corps constitués au chef de l'État pour l'année 2025. La cérémonie terminée, les invités plus détendus ont réagi au micro de nos reporters. Je vous invite à suivre attentivement leur message. Nous partons d'ici satisfaits de ce que la Côte d'Ivoire restera toujours debout dans le bon sens. Que nous fassons tout pour que la Côte d'Ivoire demeure dans la paix. La Côte d'Ivoire se développe et pour un bon développement, on a besoin de prières. Le président nous a demandé de continuer à travailler pour que cette paix soit préservée, que les acquis économiques que nous avons enregistrés soient aussi préservés. Les centrales syndicales et fêtières vont travailler d'arrache-pied pour maintenir ce cadre de dialogue de la paix en Côte d'Ivoire. Je sors particulièrement heureux de cette rencontre. 2025 est une année électorale. Notre pays connaîtra la stabilité. Les élections présidentielles vont être des élections démocratiques. Nous sommes fiers et contents. On dit merci au président de la République pour la restauration de la dignité du monde agricole. Notre vœu le plus ardent, c'est que les entreprises publiques continuent d'opérer et d'avoir de bonnes performances dans un environnement apaisé. Le chef de l'État tient à ce que donc, des entreprises ivoiriennes, des jeunes Ivoiriens, puissent donc œuvrer et à prendre le leadership dans un certain nombre de domaines d'activité. Nous nous attellerons à mettre en œuvre cette recommandation qui fait partie de ces vœux. Et ce processus doit être totalement inclusif. Il faut avoir des champions nationaux dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le vivrier, dans la restauration, dans tous les secteurs d'activité. La question entrepreneuriale doit être une réalité, une priorité pour nos jeunes apprenants. Le chef de l'État, en nous recevant avec le secteur privé, a montré la connexion qu'il est possible de faire. On part à exactement 4150 km à vol d'oiseau d'Abidjan, précisément à Kampala, la capitale de l'Ouganda. Là-bas, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a participé au 4e sommet extraordinaire de l'Union africaine pour transformer l'agriculture du continent. Kobena Kwasi Adjumani y représentait le président de la République Alassane Ouattara. Cet événement est une tribune à laquelle le président ougandais Yoweri Museveni a engagé l'Afrique dans un partenariat sud-sud pour vaincre la faim. Depuis Kampala, Léon Brou et Barnabé Conan. Réédité du consensus continental, la nouvelle stratégie agricole, la panacée de l'Union africaine pour nourrir à l'horizon 2063 l'Afrique par l'Afrique. Je me sens ravi que mon travail en tant que commissaire a été validé. Je suis à la fin de mon mandat, mais voilà le bébé que je laisse pour l'Afrique. C'est un processus qui est suivi au niveau national, au niveau régional et au niveau continental. Kampala 2026-2035 requiert à chaque pays 10% de son budget et promeut le partenariat public-privé. Les partenaires au développement adhèrent à ce programme, de même que la Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara, dont la déclaration est livrée à l'Assemblée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Notre délégation demeure convaincue que l'aspiration de l'Union à consacrer 10% du budget de chaque pays au secteur agricole est réalisable et quantifiable dans la mesure où le plan d'action permettra de dynamiser toutes les initiatives de la promotion de la chaîne des valeurs et devant contribuer à relever tous les défis qui entravent encore l'industrialisation du secteur agricole africain. Au regard du potentiel africain, le président ougandais érige la sécurité et la souveraineté alimentaire en impératif pour le continent et plaide pour la coopération sud-sud. Cette Afrique qui n'a pas de produits alimentaires, qui mendie, n'est pas la vraie Afrique. Mais c'est l'Afrique coloniale et néocoloniale. Et c'est une honte. Stabiliser l'agriculture, meilleures pratiques en matière de conservation d'eau et d'agriculture, garantir la lutte contre les maladies et la vaccination. Kampala 2026-2035, le fruit du 4e sommet extraordinaire sur l'agriculture, présidé par le chef de l'État angolais pour le compte de son homologue mauritanien, président en exercice de l'Union africaine.
Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministère d'État, ministère de la Défense. Depuis le 2 octobre 2024, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et les corps paramilitaires conduisent l'opération Verrou 322 pour lutter contre la fuite de produits agricoles de rente. Dans ce cadre, des enquêtes sont menées dans les zones de persistance du phénomène. Pour ce qui concerne l'ouest du pays, les investigations ont révélé la complicité et l'implication d'autorités administratives et militaires dans l'exploitation illicite de ces produits vers un pays voisin. Des sanctions administratives ont été immédiatement prises à l'encontre de ces personnes par leurs différentes hiérarchies, sans préjudice de poursuites judiciaires. Ainsi, le préfet du département de Sipilou, le commissaire de police de la dite ville, le chef du détachement des Fancy, le commandant de la brigade de gendarmerie et le chef du bureau des douanes ont été immédiatement relevés de leurs fonctions. Les enquêtes se poursuivent afin de démanteler tous les réseaux sur l'ensemble du territoire national. Le chef d'état-major général des armées en appelle à la responsabilité et l'engagement citoyen de tous les acteurs dans cette action de sauvegarde de l'économie nationale. Et puis on voyage plus loin et sur un autre continent. Voilà une semaine jour pour jour que les États-Unis vivent un événement dantesque. Assiégé par le feu depuis mardi dernier, la deuxième ville la plus peuplée du pays est aujourd'hui un brasier géant. Le nombre de morts est passé selon les autorités à au moins 25 personnes. Les dégâts causés par le feu apocalyptique se dénombrent en centaines de milliards de dollars. Los Angeles se prépare ce mardi à un retour de vent violent qui menace d'attiser les flammes. Pendant ce temps, les populations développent des chaînes de solidarité et d'entraide pour soulager les victimes. Le témoignage de Michel Digré, envoyé spécial aux États-Unis. À Los Angeles, les efforts déployés par des milliers de pompiers ont permis de maîtriser en partie les deux principaux incendies. Mais après une courte accalmie, les vents chauds et secs doivent se renforcer dès ce mardi. Les services météo américains prévoient des vents proches de la force d'un ouragan. Les prévisions font état d'un risque extrême d'incendie et d'une situation particulièrement dangereuse. Pendant ce temps, les populations s'organisent pour venir en aide aux victimes. Je suis venu ici aujourd'hui parce que nous avions besoin de provisions. Nous vivons dans un hôtel pour le moment et nous avons juste besoin de nourriture pour survivre jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale. Je suis venu chercher des choses pour moi, profiter de ce qu'il y a ici, récupérer ce dont j'ai besoin. Ça me permet d'économiser de l'argent, alors pourquoi pas? L'affluence de personnes évacuées et à héberger reste un défi majeur pour la ville. Plus de 12 000 habitations, bâtiments et véhicules ont été détruits ou endommagés par les feux qui pourraient être les plus coûteux jamais connus selon des estimations provisoires. Et justement, le président américain Joe Biden pense déjà à la reconstruction de Los Angeles. Le président américain l'a affirmé dans une déclaration sur la question ce lundi à la Maison-Blanche. Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial à Washington, Michel Digré. Bonjour. Que devons-nous retenir de l'adresse de Joe Biden? Oui, bonsoir Marie-Laure. Effectivement, le président américain, depuis son bureau ovale, a annoncé hier qu'il faudra remettre Los Angeles en état et que cela coûtera des dizaines de milliards de dollars. Il poursuit, et je le cite, nous devons mieux reconstruire pour qu'il y ait moins de dégâts si de telles catastrophes survenaient. Cela est coûteux, mais cela permet aussi d'économiser de l'argent. Ce qu'il faut savoir, Marie-Laure, c'est que les vents qui ont attisé le feu sont un classique des automnes et des hivers californiens, mais ils ont atteint cette fois une intensité inédite depuis 2011 avec des rafales allant jusqu'à 160 km/h la semaine passée. De quoi propager le feu à la vitesse de l'éclair. Les 2 dernières années très pluvieuses ont fait naître une végétation luxuriante qui s'est ensuite desséchée au cours des 8 derniers mois, sans précipitation. Au regard donc de l'ampleur des dégâts, ces incendies pourraient être la dernière grave crise que devra éteindre le président Joe Biden avant de céder le fauteuil présidentiel à son successeur Donald Trump qui, selon des sources, compte se rendre dans les zones sinistrées après son investiture le 20 janvier prochain.
Merci pour cette analyse, Michel Digré. On reste en Amérique pour évoquer tout de suite le Salon du Livre de Montréal. Là-bas, Philippe Thiémassa-Gray, ce poète écrivain ivoirien, a été invité à partager sa passion devant les mordus de lecture. Il est allé porter haut le drapeau de la Côte d'Ivoire à la 47e édition du prestigieux Salon du Livre de Montréal au Canada, où la poésie africaine a été mise à l'honneur. Philippe Thiémassa a déployé tout son art devant un public cosmopolite dans lequel figuraient Ama, Kadi Koné, Moussa Konaté, dont voici le compte-rendu. L'écrivain Philippe Thiémassa-Gray à la 47e édition du Salon du Livre de Montréal au Canada. L'auteur ivoirien partage sa passion pour la poésie à cet événement dédié aux passionnés de littérature. Il dévoile quelques extraits de son recueil intitulé Safaola. Azraël, quand tu viendras ce silencieux jour, tu porteras ses yeux de jet, marron et de velours. Dieu du tourmenté Jacob, que suis-je moi pour lutter contre ces grands yeux de joyard de joie? Moi qui ai rendu gloire à ses baisers fiévreux et à la couleur mystique de son visage précieux. Nommé ambassadeur de bonne volonté du Grand Prix de poésie africaine d'expression française en décembre 2023, Philippe Thiémassa-Gray n'a cessé de briller sur la scène internationale. En juillet 2024, il a été honoré par la prestigieuse fondation Nadine Naaman, qui lui a décerné le prix littéraire de la créativité, consolidant ainsi sa place parmi les grandes figures de la poésie contemporaine. Et cet autre communiqué émanant cette fois-ci du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Le verbatif vous est rendu par Abou Sanogo. Le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique informe la population qu'un incident de pollution par des produits chimiques a été constaté dans une section de la rivière Ninuru, située entre les villages de Tagoberi et Kokolilié le 11 janvier 2025. Cet incident a entraîné une mortalité importante de la faune aquatique, notamment des poissons. Face à cette situation, le ministère a immédiatement dépêché ses équipes techniques sur le terrain pour procéder à des analyses approfondies et évaluer les niveaux de pollution. En collaboration avec les autorités locales et les services compétents, des mesures sont prises pour contenir les impacts environnementaux et protéger la santé publique. Dans l'attente des résultats des enquêtes et des analyses, le ministère recommande vivement aux populations de ne pas consommer l'eau de la rivière Ninuru, ni les produits qui en sont issus, poissons, crevettes, etc., de rester vigilante et de signaler tout effet inhabituel ou symptômes liés à une éventuelle exposition, de relayer ces consignes aux ménages avec l'appui des chefs de village et des leaders communautaires. Le ministère tient à rassurer la population qu'il met tout en œuvre pour identifier rapidement l'origine de la pollution et y apporter des solutions adaptées. Des dispositions seront prises pour réhabiliter la zone touchée et garantir la sécurité des communautés riveraines. Nous appelons la population à garder son calme et à faire preuve de sérénité tout en respectant scrupuleusement les consignes émises. Il y a 10 ans, le président de la République Alassane Ouattara inaugurait à Yamoussoukro l'hôpital Joseph Moscati. Il fait partie des premiers vœux réalisés après la basilique Notre-Dame de la Paix, dont du premier président ivoirien Houphouët-Boigny. 10 années après son ouverture, l'hôpital continue son sacerdoce, des soins de qualité aux plus vulnérables dans le respect de la dignité humaine. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. Yamoussoukro, l'hôpital Saint-Joseph Moscati. Il a été inauguré en janvier 2015 par le président de la République. Le 6 septembre 1992, alors Premier ministre, Alassane Ouattara était aux côtés du président de la République d'alors, Félix Houphouët-Boigny, pour la pose de sa première pierre. Il aura donc fallu attendre 23 ans pour voir cet hôpital ouvrir. Un investissement conjoint État de Côte d'Ivoire, Vatican, qui est de l'ordre de 15 milliards de francs CFA. Une décennie après sa mise en service, l'hôpital Saint-Joseph Moscati reste attaché à sa mission, prodiguer des soins curatifs, préventifs et promotionnels de qualité, financièrement accessibles, notamment aux plus pauvres, par un personnel qui cultive un comportement caritatif et fraternel. À ce jour, l'hôpital travaille pour être à la pointe de la technologie. L'hôpital Moscati maintient comme principe la centralité de l'être humain dans les processus de soins, en référence aux valeurs catholiques, comme nous l'a écrit le pape François le 24 janvier 2022,
en disant « Continuez à vous ouvrir » à l'exemple de Saint Joseph Moscati, qu'il a exercé sa fonction médicale en servant de manière désintéressée et avec grande charité, surtout les plus pauvres. Dans cette dernière année, notre attention s'est portée sur l'analyse des besoins des bénéficiaires, sur l'innovation technologique et l'informatisation du système de soins, pour mieux s'offrir à la population. Un personnel estimé à 330, dont les 1/3 sont des médecins. Toutes les spécialités sont représentées. Les acquis, c'est déjà les services qu'on a pu offrir à la population du Bélier et des régions environnantes, avec des besoins qui étaient demandés au niveau de la santé. Et nous, ces besoins-là, nous avons pu les apporter par la présence d'un certain nombre de spécialistes au niveau de l'hôpital. Donc c'est un bénéfice énorme pour les populations d'avoir des spécialistes. Sans cela, ils seraient encore obligés de se déplacer sur Abidjan ou alors d'autres métropoles, d'autres villes, d'autres pays pour avoir ces soins-là. Et ces soins sont tous regroupés maintenant ici au sein de l'hôpital Moscati. C'est l'excellence. Quand vous arrivez, il n'y a pas de souci, on vous reçoit bien. On a un trésor à Yamoussoukro. J'ai constaté que juste après une consultation, et le médecin m'a appelé pour demander comment est-ce que l'enfant se portait et tout ça. Donc vraiment, je trouve que c'est bon. Chaque année, l'hôpital Saint-Joseph Moscati de Yamoussoukro réalise plus de 30 000 consultations, 500 interventions chirurgicales et 600 accouchements. Il a ouvert à tous 24 heures sur 24 sans rendez-vous, même pour les spécialités. Un drame a secoué la ville d'Abidjan ce matin. Le corps sans vie d'un jeune homme a été retrouvé sur le 4e pilier du pont Félix Houphouët-Boigny dans la commune du Plateau par la police maritime. Cette dernière a alerté les sapeurs-pompiers, la police nationale et les pompes funèbres. Selon les informations reçues, il s'agit d'un jeune homme d'une quarantaine d'années. Les témoins du drame affirment que l'incident s'est produit aux environs de 9h heure locale et JMT. L'identité de l'individu et les raisons de ce suicide n'ont pas encore été révélé. Direction à présent Fresco, précisément à Bagbam, où les chefs de village et de campement de la forte communauté baoulé vivant dans le département ont décidé d'apporter leur soutien au président Alassane Ouattara lors de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Au cours d'une rencontre avec le ministre-gouverneur Philippe Légré, parti leur annoncer le bitumage très bientôt des principaux axes reliant la région du Boclé à celle du Lodjibois. Ils ont exprimé leur gratitude aux chefs de l'État et leur attachement à la paix, c'est ce que nous dit Sam Conan. Bénéficiant des actions de développement telles que la construction de centres de santé, d'écoles primaires et de collèges de proximité, l'électrification de presque tous les villages et gros campements, et surtout la gratuité de la carte CMU à compter du premier trimestre de l'année 2025 pour les producteurs de café cacao détenteurs de la carte des planteurs. Les chefs de village et des campements baoulés du département de Fresco, réunis à Bagbam pour témoigner leur reconnaissance à leur bienfaiteur Alassane Ouattara, décident de lui apporter leur soutien lors de l'élection présidentielle de 2025. Alassane Ouattara, celui-là même qui a la clé du développement. Tous les chefs et la population sont unanimes et ont accepté dans leur cœur pour aller avec le président Alassane pour les élections à venir. Nous sommes prêts et nous attendons les élections pour apporter nos soutiens, nos voix au président de la République. Soucieux du bien-être de tous les Ivoiriens, le président de la République Alassane Ouattara va entreprendre très bientôt d'autres actions de développement dans la région du Boclé, annonce le ministre-gouverneur Philippe Légré. La route qui part de Fresco, qui va à Divo, et qui part de Bagbam, qui va à Lobogrou, cette route-là, tout ça va être bitumé. Et la troisième route qui va être goudronnée, c'est la route qui part de Sassandra à Guéyo, en passant par Dakwadou, qui soit à Soubré, qui soit à Lakota. Et tout est programmé. Vous allez voir dans les 5 ans qui arrivent, le travail que le président Ouattara va faire en Côte d'Ivoire, mais c'est incroyable. Je vous annonce à mettre sa candidature à la salle des candidats. Et ça, je vous confie la candidature. Parce que le Baoulé est fidèle. Le ministre-gouverneur Philippe Légré exhorte les populations à la cohésion et à la paix, si cher au chef de l'État, Alassane Ouattara.
La Fédération des femmes pour la victoire du RHDP à Ouangolodougou effectue sa rentrée politique. À 10 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, ces femmes sont déterminées à tout mettre en œuvre pour la victoire de leur parti. Kardès Sorodogo. Mobilisation des grands jours à Ouangolodougou. Plus de 3000 femmes issues de 325 associations regroupées au sein de la Fédération des femmes engagées pour la victoire du RHDP effectuent leur entrée politique. La fédération entend ratisser l'âge pour la victoire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, à la présidentielle d'octobre 2025. Nous sommes venus témoigner notre engagement pour les élections à venir pour une victoire du RHDP. Parrain de cette rentrée politique, le secrétaire départemental RHDP de Ouangolodougou, le député Traoré Drissa. Il montre la voie à suivre. Leur présence ici me conforte. Ça veut dire que nous sommes encore mobilisés pour la conservation du pouvoir, parce que nous sommes dans une année électorale et donc nous sommes prêts, nous sommes contents et nous avançons à coup sûr, nous sommes sûrs d'arriver à bon port. Tournée des femmes engagées pour la victoire du RHDP dans tous les départements de Ouangolodougou est prévue dans les semaines à venir. On termine cette édition avec le Liban où le juge Nawaf Salam a été officiellement désigné ce lundi 13 janvier Premier ministre du Liban. Celui qui est actuellement président de la Cour internationale de justice CIJ à La Haye a été élu par 84 députés sur les 128 que compte le Parlement. Le juge bénéficie aussi du soutien des pays occidentaux. Ces derniers voient en lui un dirigeant capable de mener les réformes politiques et économiques exigées par la communauté internationale pour sortir le Liban de la crise. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de l'équipe de production et celle de la technique. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous samedi et dimanche prochain.